tolérant, mais là, je vais commencer à sévir. Et quand il dit sévir, vous savez ce que veut dire sévir? Il y avait des gens qui bavardaient beaucoup sur nos murs, là, qui nous empêchaient de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça. Voilà. Donc, je reviens à notre présentation, même si ce que je disais avait un lien avec notre présentation. C'est la performance économique. Pourquoi la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun? Voilà. Pourquoi la Côte d'Ivoire est devant le Cameroun? Je ne vais pas partager mon écran, mais ceux qui veulent peuvent taper sur Google Open Data. Bon, Omi dit ceci. Je n'ai pas lu. Omi, pardon, je mets ton commentaire parce que les yeux sont un peu fatigués et si je regarde trop là, ça me fait mal aux yeux. Combien de fois tu t'envertus à expliquer la portée de tes analyses? Je pense qu'à la fin, il faut avancer. Parle-nous. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il faut que je fasse cette clarification parce que c'est fatigant un peu, tu vois. C'est vraiment fatigant quand tu te lèves le matin et tu as des gens qui viennent écrire 100 fois sur le mur. Ah, non, vous êtes les Camerounais, ne parlez pas à la Côte d'Ivoire. Qu'en savent-ils? Qu'en savent-ils? Qu'en savent-ils? Est-ce qu'ils savent même que... Bref, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que quand vous travaillez avec les responsables au plus haut niveau, vous avez un devoir de réserve. Qu'en savent-ils? Qu'en savent-ils? Est-ce qu'ils ne savent pas que peut-être leur présidence a des gens dans le monde que quand ils entendent qu'il y a telle chose, ils font ce qu'on appelle une note, ils envoient à Abidjan pour dire que voilà, il y a telle chose. Si ça vous intéresse, voilà comment il faut, et puis le pays se déploie. Est-ce qu'ils savent ça? Donc, il y a des choses que je ne veux pas dire là. C'est pour ça que je leur dis qu'ils nous épargnent de ces choses-là. Nous sommes là pour les analyses. La performance économique, comme on dit, la référence. La référence en économie, quand vous voulez comparer deux situations, vous êtes obligé de prendre une référence qu'on appelle un benchmark. Et la référence que vous allez prendre, il faut toujours prendre une référence qui soit ce qui se fait de mieux. Ça permet de comparer et de comprendre pourquoi ce qui est en arrière ne marche pas. Hein? La question se pose. Moi, j'ai des hommes d'affaires camerounais qui m'ont posé la question, m'ont dit, parce que je ne vais pas dévoiler l'identité des gens, qui me disent, écoutez, monsieur l'économiste, nous aimerions que vous nous expliquiez pourquoi la Côte d'Ivoire a pris le large devant le Cameroun. Expliquez-nous ça objectivement, pour que l'on puisse comprendre. Bon, je n'ai pas l'opportunité, vu mon emploi du temps, d'aller au Cameroun, au JICAM, faire des présentations pour que les hommes d'affaires comprennent. Mais beaucoup sont abonnés sur notre chaîne, je leur en remercie. Ils mettent leur carte de crédit, ils nous donnent 3 $ tous les mois. On est très contents parce qu'à la fin du mois, YouTube nous envoie un chèque et ça met du sourire aux lèvres. Donc, la référence, c'est la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, quand on prend les performances, vous allez sur les open data de la Banque mondiale. Vous allez sur Open Data, World Bank Open Data. Vous tapez sur Google, World Bank Open Data. J'ai déjà fait ça ici plusieurs fois. World Bank Open Data, vous allez cliquer by country, recherche par pays. Recherche par pays, vous cliquez sur Cameroun, vous cliquez sur Côte d'Ivoire. Vous allez voir les performances économiques de chacun des pays. GDP, ça veut dire le produit intérieur brut, la balance commerciale, la balance des paiements. La balance commerciale, ça veut dire le solde entre les exportations et les importations. La balance des paiements, ça veut dire que quand on a fini d'enlever le paiement des dettes et que les investisseurs ont retiré leurs dividendes qu'ils ont rapatriés dans leur pays, qu'est-ce qui reste net à la Banque centrale pour le pays? Il y a beaucoup d'agrégats comme ça que la Banque mondiale calcule, travaille avec les pays, les ministères des Finances, les ministères du Commerce, tout ça, travaille avec la Banque centrale, etc., un certain nombre d'organismes, la Banque mondiale, etc., collecte les données, les analyse et les met à la disposition des opérateurs. Donc, on peut voir. Donc, on regarde ça. D'abord, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez toujours sur le site de la Banque mondiale, vous allez voir ce qu'on appelle les métadatas. Métadatas. Allez-y, vous regardez métadata. Vous téléchargez soit en Excel de préférence. Et métadata, c'est parce que vous avez les données depuis pratiquement 60 ans, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez savoir quelle quantité de VA on produisait en Côte d'Ivoire en 1960, quelle quantité on produisait au Cameroun en 1960, quelle quantité on produisait 10 ans plus tard en 70 dans les deux pays. Vous pouvez même sortir ça, mettre sur une courbe et draw, comme on dit, des charts
Et ça va vous montrer la progression, c'est-à-dire que le Cameroun sera peut-être en ligne. C'est-à-dire, vous mettez ça. Un jour, j'aurai l'occasion de faire ça, au moins ce que les enfants voient, parce que c'est important. C'est même des choses que les enseignants auraient dû commencer à faire aux enfants au lycée. C'est-à-dire, vous copiez les données, vous copiez les données Cameroun, vous mettez, vous cliquez sur chat, et Cameroun en rouge, la Côte d'Ivoire peut-être en vert, ça va s'afficher. Vous allez voir la performance des deux pays. Vous allez voir qui fait mieux. Vous allez voir par exemple que sur le cacao, la Côte d'Ivoire a grimpé, le Cameroun, il est descendu. Je vais dire que c'est un peu choquant des fois, mais un jour, j'aurai l'occasion de le faire, de le mettre sur un PowerPoint pour que vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on mesure la performance de deux économies. Vous mesurez d'abord sur les données, le GDP, tout ça, mais ça, ce sont les données standards. Mais vous allez dans les métadatas. Mais ça, c'est un travail que les gens font dans des cabinets de conseils en stratégie, de tout ce que vous voulez. Les métadatas pour montrer la différence de performance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, par exemple. Voilà. Il faut bien noter ça. Ils ne savent peut-être pas que nous travaillons de plus en plus élaboré. Voilà, 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 voilà. C'est de ça qu'il s'agit. À élaborer des mécanismes de cadre d'échange de plus en plus au niveau régional ou de la CEDEAO des peuples et non des États. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. 10 sur 10. Check, comme on dirait en anglais. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que les États, les peuples se réveillent. Quand les peuples se réveillent, c'est d'abord de mener la réflexion qui va nourrir les décideurs. Il y a quelques années, rappelez-vous, il y a 3 ans, le climat qui pouvait avoir de pays, un pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ou même du Cameroun, le Sénégal. Regardez aujourd'hui comment ça a viré. Ce n'est pas le fait des dirigeants, mais ça a d'abord été le fait des peuples. Vous voyez aujourd'hui que quand quelqu'un ouvre une entreprise au Cameroun, on applaudit. Le lendemain matin, les gens à Abidjan pour ouvrir la branche, la succursale de cette entreprise. C'est ce qu'on attend. Ou bien il est à Lagos. Et il est bien accueilli. C'est ce qu'on attend. Voilà. Les peuples doivent se réveiller. Ce que j'allais dire, c'est comparer les performances. Vous comparez les performances en utilisant les métadatas. Donc, quand vous allez sur le site de la Banque mondiale, allez-y sur les métadatas. J'aurai l'occasion une fois de vous montrer comment on travaille, on calcule un certain nombre d'agrégats là, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, quand on regarde ça, on se dit, voilà le Cameroun qui était devant la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Houphouët venait à Yaoundé régulièrement voir son frère Aïdjo. Il lui disait, mais dis donc, dis-moi comment tu as fait. Dis-moi comment tu as fait. Dis-moi comment tu as fait. Et donc, Houphouët est arrivé, il est tombé sur cette fameuse affaire où Aïdjo tranchait la querelle entre deux grands capitaines d'industrie, Kwame Samuel et Kadji. Et Houphouët a dit, mais dis donc, on parle que des milliards ici. Moi, chez moi, à Abidjan, on ne parle pas encore de milliards. Et donc, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a pris le fameux décret qui permettait déjà à des hauts fonctionnaires ivoiriens en disant, allez, tout le monde dans l'agriculture. Donc, ils ont commencé à faire des 200 hectares de cacao, les 100 hectares de VA, etc., parce qu'il fallait rattraper le Cameroun qui prenait le large. Tchindian Poemi, on connaît tout ce qui est Tchindian Poemi, a travaillé pour Houphouët-Boigny. Il est parti en Côte d'Ivoire, il a travaillé pour lui. Donc, ces deux pays qui ont toujours coopéré dans le but d'avoir le leadership tant en zone UDA, à l'époque on appelait la CIMAC l'UDA, qu'en zone UEMOA. Donc ils ont toujours coopéré ensemble. Donc à partir de ce moment, ça devient à différentes périodes des benchmarks. Donc à un moment, on comparait l'économie de la Côte d'Ivoire. Il y a des écrits, il y a des livres qui existent, des rapports à l'économie du Cameroun en disant pourquoi le Cameroun est devant. Les autorités ivoiriennes réagissaient en disant ah, il nous faut rattraper le Cameroun qui devient déjà un pays à revenus intermédiaires. Ah, etc., etc., etc. Non, les gens travaillent. Bon, quand Houphouët-Boigny décède, Aïdjo est déjà parti. Le Cameroun est toujours devant, mais le Cameroun commence à plonger parce qu'il y a une très mauvaise gestion de la crise par ceux qui étaient aux affaires. Je ne vais pas revenir dessus. Avec les privatisations, les liquidations d'entreprises, les plans de contrats de performance, toutes ces histoires-là, je ne vais pas revenir dessus. La Côte d'Ivoire aussi va sombrer dans des querelles de succession. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qui est important à noter, c'est que la Côte d'Ivoire va traverser quand même le désert pendant 15 ans. J'en sais quelque chose. J'étais jeune étudiant, je me suis impliqué dans un camp et voilà, donc je crois qu'on connaît comment ça s'est passé, mais on ne va pas revenir dessus.
Mais ce qu'on note, c'est le fait. La Côte d'Ivoire fait 15 ans et pendant 15 ans, la situation est difficile. Elle est difficile. Mais on observe aussi, en regardant les métadatas de la Banque mondiale, que pendant les 15 années de traversée du désert de la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'a pas pu attirer les investisseurs pour qu'ils partent de la Côte d'Ivoire pour s'installer au Cameroun. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Ghana, pour aller s'installer au Nigeria, certains au Sénégal, mais ils n'ont pas pu venir au Cameroun. J'en sais quelque chose, je me trouvais au Cameroun. Je travaille pour un grand groupe français, je ne peux pas entrer dans les détails, je suis tenu par une obligation de réserve. Mais moi, j'ai vu par exemple Sivop qui est en Côte d'Ivoire, qui à un moment voulait délocaliser son usine au Cameroun. Nous, quand on allait dans les ministères au Cameroun pour bousculer et voir ce qu'on peut faire, on rencontrait les gens de Sivop, ils ont été découragés. Jamais ils n'ont pu délocaliser Sivop en Côte d'Ivoire pour amener au Cameroun. Jamais ils n'ont pu. Ça a traîné, jamais. Et ça a traîné, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Je pense que si vous demandez aux gens de Sivop aujourd'hui, ça ne leur traverse même plus l'esprit de délocaliser une partie de leurs activités au Cameroun. Donc, il n'y a pas eu une offensive au Cameroun pour pouvoir capter, même temporairement, une partie des investissements en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, je le redis, je l'ai déjà dit dans un direct, nous sommes dans une configuration où, je prends un exemple, j'ai voulu lancer un projet de l'Amérique, en fait, je travaille sur un projet de l'Amérique vers l'Afrique centrale, qui ne sera pas forcément le Cameroun, mais vers l'Afrique centrale. Alors, j'ai voulu savoir comment on fait bouger les matières premières et les produits finis le long de l'Amérique. On me dit, mais écoute, tu n'as pas besoin d'aller chercher les entreprises que les Américains possèdent. Je dis, pourquoi? On me dit, ben parce que les Camerounais, depuis, sont entrés dans le transport aujourd'hui, ils ont déjà près de 5000 camions immatriculés. Donc, quand moi j'ai voulu discuter, comme les gens se regroupent aux États-Unis par association pour mieux défendre leurs intérêts, on m'a donc envoyé les rapports de ces associations-là avec une feuille de calcul Excel que j'ai ici sur mon ordinateur. Quand j'ai cliqué la feuille de calcul Excel, j'ai vu qu'ils ont 5000 camions en route. Et je sais comment trouver l'information. Bon, vous immatriculez le camion où? Voilà, là. Je m'en vais parce qu'aux États-Unis, les informations sont publiques. Il y a des endroits où vous pouvez savoir tous les véhicules immatriculés avec le nom des propriétaires. Ça, c'est public pour des raisons de sécurité. Donc, je m'en vais là-bas, je télécharge, je croise les informations et je trouve que c'est vrai. Les Camerounais d'origine anglophone, aux États-Unis, ont déjà 5000 camions, plus de 5000 camions. Des gros camions, là, longs plateaux, là, qui traversent l'Amérique de Washington ou de New York jusqu'à Los Angeles et de Houston au Texas jusqu'à Chicago, et Evoim, etc., etc. Traversent par le Niagara pour aller au Canada, remontent toute l'Amérique du Nord pour aller livrer des marchandises. Donc, vous comprenez donc que les gens comme ça, s'ils créent une entreprise demain matin, s'ils veulent le remplacer, parce que ces camions sont achetés en crédit bail. Après 5 ans, généralement, les camions sont amortis en crédit bail. La valeur nette comptable dans le bilan, c'est 0. Si ces gens veulent demain matin, ils peuvent dire que nous, chaque année, on met 1000 camions dehors. Au lieu de les vendre d'ici là, on préfère les exporter, les amener dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pour créer des compagnies de transport sur route avec 1000 camions par an, par exemple. Donc, la donne change. Et ces gens auront besoin d'avoir un éclairage comme le direct que nous sommes en train de faire. La performance économique entre deux pays se mesure à partir de plusieurs instruments. Ce n'est pas seulement le produit intérieur brut. D'abord, quand on prend le produit intérieur brut, la Côte d'Ivoire est devant. Je crois que le produit intérieur brut du Cameroun, c'est 45 000 milliards, je crois. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est 70 000 milliards. Donc, ou même, vous pouvez mesurer tout de suite. Vous allez voir qu'il y a un écart qui est assez conséquent quand même. Qui est assez conséquent. Ça fait 25 milliards de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup entre les deux pays. C'est beaucoup. Deuxième chose, vous voyez aujourd'hui, le budget que confectionne la Côte d'Ivoire s'équilibre en dépenses et en recettes à 13 700 milliards. Alors que le budget que confectionne le Cameroun s'équilibre en dépenses et en recettes à 6 300 milliards. On voit tout de suite qu'il y a un problème. On voit. Mieux, si je peux aller dans les détails, vous allez voir que, par exemple, en ce qui concerne le PIB, je m'arrête un peu là-dessus. Quand vous étudiez le PIB à partir
des métadatas de la Banque mondiale, quand vous étudiez le PIB de la Côte d'Ivoire, vous apercevez rapidement que le PIB de la Côte d'Ivoire est quand même assez diversifié. Il est assez diversifié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une économie qui repose sur l'agriculture, des cultures d'exportation. Vous avez une économie qui repose sur les cultures vivrières. Vous avez une économie qui repose sur l'industrie, même si ce n'est pas encore l'industrie, ils fabriquent encore des biens primaires et des consommations intermédiaires. Mais au moins, on a déjà l'industrie. J'entends par consommation intermédiaire quand, par exemple, vous triturez le cacao. Je sais que le président Ouattara, c'est un grand économiste. Je sais qu'il sait ce que moi j'ai en tête. Bon, je ne vais pas donner l'impression que je le critique. Je sais qu'il sait. Il faut qu'il s'appuie pour développer son industrie, il faut qu'il s'appuie sur son avantage compétitif. Mais quand il parle de transformation, quand on va regarder les chiffres, c'est beaucoup la trituration. Je pense qu'il faut que la Côte d'Ivoire passe de la trituration à autre chose. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je ne pourrais pas aller dans les détails d'un direct comme ça. Mais on voit déjà qu'ils montent parce qu'ils sont déjà un tiers de leur cacao trituré. Et quand on sait qu'ils produisent plus d'1 million de tonnes, on comprend donc que la quantité de cacao trituré en Côte d'Ivoire aujourd'hui dépasse la quantité de cacao de fèves produit dans un pays comme le Cameroun. Rien que ça. Rien que ça. Ça vous donne déjà une indication. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on a bénéficié du programme PPTE, on a refait les routes pour désenclaver les bassins de production. Donc, les gens ont commencé à retourner dans les champs. On a réaménagé les zones industrielles. La zone industrielle de Yopougon. Nous avons vu comment on a cassé, on a arrangé, on a fait la route pour arriver à la zone industrielle de Yopougon, etc., etc. La conséquence, avec les travaux qu'ils ont fait pour arranger la mobilité dans la ville d'Abidjan, les gens ont commencé à retourner dans les plantations pour travailler, pour développer les plantations et les industriels, un certain nombre d'industries ont commencé à s'installer à Abidjan. J'ajoute à ça la fiscalité attractive pour ceux qui veulent faire la trituration. Donc, elle est déjà à ce niveau-là. On voit qu'elle a une économie diversifiée parce qu'elle commence à attirer les gens pour investir, par exemple, dans la construction du logement, qui va être un grand chantier. Côte d'Ivoire, Cameroun, logés à la même enseigne. Déficit de logement, 2 millions. La production de logement peut générer un cycle de croissance de 30 ans dans ces deux pays-là. La Côte d'Ivoire a pris les devants en faisant une loi, en commençant à travailler sur le foncier, en donnant des incitations sur les investisseurs. Je vais parler dans les détails, il y a beaucoup de choses. Un autre jour, on ira dans on ira dans les détails, mais je vous donne les grands points, les grands points. Il y a beaucoup de choses. Ils ont créé un climat qui fait que, bon, quand vous allez là-bas pour travailler, franchement, la manière dont on vous accueille, ça vous donne le sourire. Vous l'avez vu au Cameroun. Francine Ngannou est venu avec PFL. Ils ont conçu 2 grands gymnases aux normes américaines ici, avec un matériel dernier cri. Dernier cri. Les gymnases qui fabriquent les champions. C'est-à-dire même les Mike Tyson, quand ils commençaient dans la boxe, ils ne s'entraînaient pas dans un gymnase comme ça. Parce que ce n'était pas ça à l'époque. Ils ont construit un gymnase comme ça. Le ministre camerounais n'est pas venu à l'inauguration. Le gouverneur n'est pas venu à l'inauguration. Je crois que c'est le préfet ou le sous-préfet local qui est venu à l'inauguration. Le même Ngannou se rend en Côte d'Ivoire pour dire « Je viens pour installer 2 gymnases aussi en Côte d'Ivoire. » Parce qu'avec PFL, c'est PFL en fait qui veut déjà former les boxeurs, les champions en Afrique, les recruter pour les faire performer au niveau Amérique, Canada, Europe, Moyen-Orient aujourd'hui, Asie. Et bizarrement, en Côte d'Ivoire, à la demande du président Ouattara, Ngannou est reçu par Abdourahmane Cissé, qui était un ancien de Chicago, qui est secrétaire général de la présidence de la République. Ngannou est reçu par le ministre des Sports, j'oublie le nom, qui m'excuse. Ngannou est reçu par M. Begremambe, qui est Premier ministre. Il va à la télévision, vous voyez comment il a accueilli, il passe à une émission, on lui déroule le tapis, il fait les conférences de presse, et ceci, cela, les exhibitions, etc., etc., etc. Et avec les gens de PFL, comme moi j'ai vu sur les photos, très rapidement, je suis persuadé qu'on a déjà dû leur dire à Abidjan, on va vous donner ce site-là, et ils vont se déployer rapidement. Et je suis persuadé que le jour où ils auront fini de construire ces gymnases-là, au moins c'est le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence qui vont se précipiter à l'inauguration. Donc, il y a un climat. Je veux dire que quand vous faites tout ça là, ça vous donne, parce que l'économie n'est pas seulement objectif, les chiffres. L'économie est aussi subjectif.
hein, le sourire, l'atmosphère, l'ambiance, le stress, etc., etc., etc. L'économie, c'est ça. L'économie, c'est ça. Juste pour que vous compreniez.